Ce n'était plus une rue, mais un monde. Un espace-temps de pluie de cendres et de presque nuit. Le grondement était encore dans l'air, le fracas de la chute. Voilà ce qu'était le monde à présent. La fumée et la cendre s'engouffraient dans les rues, explosaient au coin des rues. Des ondes sismiques de fumée avec des ramures de papier, des feuillets standards au bord coupant qui planaient, qui voltigeaient. Des choses d'un autre monde dans le linceul du matin. À l'intérieur, les choses étaient lointaines et immobiles. Là où il était censé être. Voilà aussi ce qu'était le monde. Des silhouettes aux fenêtres à 300 mètres du sol qui basculaient dans l'espace. Et la puanteur du kérosène en feu, et le déchirement ininterrompu des sirènes dans l'air. Le bruit était partout où ils couraient, un bruit stratifié qui s'amassait autour d'eux, et ils s'en approchaient et s'en éloignaient en même temps. Puis il y eut autre chose en dehors de tout cela et qui n'en faisait pas partie, séparé, et qu'il regarda descendre. Une chemise descendait des profondeurs de la fumée, une chemise qui voltigeait et planait dans la lumière giche et poursuivait sa chute en direction du fleuve. C'est alors qu'il entendit les bruits de la seconde chute. Il traversa Canal Street et commença à ressentir les choses différemment en quelque sorte. Les choses n'avaient plus la même intensité que d'habitude. Elles étaient comme inachevées pour ainsi dire. Peut-être est-ce ce à quoi ressemblent les choses quand personne n'est là pour les voir. Il entendit le bruit de la seconde chute ou la sentit dans le tremblement de l'air. La tour nord qui s'écroulait, un effroi assourdi de voix au loin. C'est lui qui s'écroulait, la tour nord. Ici, l'air était plus clair et il pouvait respirer plus facilement. Il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'arrêter. Cela le frappa vite, la conviction qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Il tenta de se dire qu'il était encore en vie, mais l'idée était trop obscure pour s'imposer. Pas de taxi et pratiquement aucune circulation. Puis une camionnette apparut. Electrical Contractor Long Island City s'arrêta près de lui. Et le conducteur se pencha à la fenêtre par-dessus le siège du passager pour examiner ce qu'il voyait. Un homme pétri de cendres de matière pulvérisée. Et il lui demanda où il voulait aller. Ce n'est qu'une fois dans la camionnette et la portière refermée qu'il comprit où il allait depuis le début. L'homme qui tombe, c'est avant tout cette photographie de Richard Drew, prise au cœur des attentats du 11 septembre 2001. Sous ce titre emblématique, Don DeLillo publie ce roman en 2006. Celui du début d'un siècle, du déclin d'une époque et de la fin d'une hégémonie américaine. Encore étudiant à sa sortie, ce roman fut un choc pour moi en découvrant qu'une telle littérature était possible. Une œuvre monde, totale, reliant l'histoire, la politique, la religion, grâce à des trajectoires souterraines, emplies de mystères et les zones grises de l'être humain. 10 ans plus tard, et après la découverte du reste de l'œuvre de Don DeLillo, L'homme qui tombe m'est réapparu comme une évidence dans mon exploration théâtrale autour des questions archaïques du mal, de la violence, de leur forme et de leur territoire d'élection. Une autre quête s'est également révélée à moi, la recherche d'une œuvre littéraire majeure qui introduirait et marquerait le début du XXIe siècle pour la porter sur les plateaux de théâtre aujourd'hui. L'homme qui tombe déploie deux histoires parallèles, se déroulant avant et après les attentats. La première, dans les temps de l'après, est celle d'une famille américaine impactée par les attentats lorsque Keith, employé et rescapé de la seconde tour, frappe à la porte de son ex-femme, Liane, et de leur fils, Justin, une mallette à la main. S'engage alors une tentative de reconstruction d'un couple, d'une famille et d'un peuple dans les 3 jours, 3 semaines
et 3 ans après les avions et qui constitue les 3 chapitres du roman. Ces 3 actes post-impact nous dépeignent un monde convalescent, empli de questionnements et frappé par la sidération. Tout le monde me donne de l'eau. Les dates, les lieux ont disparu. Tout maintenant se mesure en après. Pourquoi es-tu venu ici? Est-ce que tu comptes rester? Parce que je pense que c'est une chose dont nous devons parler tous les deux. J'ai oublié comment parler avec toi. La plus longue conversation que nous ayons eue. Tu le faisais mieux que personne. Me parler. C'était peut-être le problème. J'ai désappris, je crois. Parce que je suis assise là à penser que nous avons beaucoup à nous dire. Nous n'avons pas tant à dire. Avant, nous disions tout le temps. Nous examinions tout, toutes les questions, tous les problèmes. C'est vrai. Et ça nous a pratiquement quoi? Ça nous a pratiquement tués. C'est vrai. Mais est-ce que c'est possible? Voici ma question. Est-il possible que toi et moi en ayons fini avec les conflits? Tu sais ce que je veux dire. Les frictions quotidiennes. Le programme chaque mot, chaque instant que nous appliquions avant de nous séparer. Est-il possible que ce soit terminé? Nous n'en avons plus besoin. Nous pouvons vivre sans. Je me trompe? Nous sommes prêts à sombrer dans nos petites vies. La seconde trajectoire, dans les temps de l'Avent, est celle d'Ahmad, jeune musulman que l'on découvre auprès de ses frères d'armes, préparant cet acte historique dans les mois, les jours et les secondes qui précèdent l'impact. Là aussi, ces 3 séquences viennent former 3 épilogues aux 3 parties principales du roman. Avec cette séquence, dédiée aux penseurs et acteurs de l'attentat du 11 septembre, Don DeLillo nous invite au cœur de cette zone fragile de l'être humain. Une zone friable, près de laquelle le mal semble patienter longuement pour finalement s'installer. Les personnages des romans de Don DeLillo sont envahis par le doute, le poids du passé, le sens de l'histoire. Leur perception du monde ne se fait pas uniquement par la parole, mais aussi par les sens, par de micro-phénomènes indicibles, par leur rapport à l'art, au sexe, au mouvement du ciel, par ces signaux faibles qui traduisent l'extrême sensibilité de cet auteur.
C'est pour cette face cachée de la violence et cette vision apaisée du terrorisme que j'ai décidé d'emmener cette équipe d'interprètes, de musiciens et de vidéastes dans cette zone de théâtre que l'on a voulu totale et qui nous permet d'explorer la partie grise de l'être humain, une zone de mystère, de doute et de dialogue intime avec le mal. Dans L'Homme qui tombe, comme dans le reste de son œuvre, Don DeLillo réorganise l'histoire dans la fiction. Il met en lumière une forme de concurrence qui semble s'être installée entre terroristes et romanciers en tant que producteurs de fiction. La première fiction, celle des auteurs, est censée bouleverser notre vision du monde par ses histoires. Et la seconde, tout aussi intérieure, est celle de la peur, irrationnelle, qui se révèle comme le véritable objectif d'un tel acte, d'une telle mise en scène de la violence. Ils produisent alors leurs œuvres à travers les mêmes outils que ceux du spectacle. L'image, le son et la mise en scène de l'effroi collectif. Le second avion surgissant de ce ciel bleu glacier, c'était la séquence qui entrait dans le corps, qui semblait lui courir sous la peau. La course brève qui emportait des vies et des histoires, les leurs et la sienne, toutes, quelque part ailleurs, loin, au-delà des tours. L'horreur d'imaginer cela, le nom de Dieu sur les lèvres des tueurs et des victimes. D'abord un avion, et puis l'autre, celui qui était presque un dessin animé à forme humaine, avec des yeux et des dents qui étincelaient. Le deuxième avion, la tour sud. Ils vont tous mourir. Passagers et équipage, et des milliers d'autres dans les tours. Et il est là, incroyablement dans l'une de ces tours. Et maintenant sa main est sur la mienne, dans la pâle lumière, comme pour me consoler de sa mort. Il y aurait encore un accident, le premier. Même ici, loin, en dehors de tout, combien de jours plus tard, je suis là, à me dire, c'est un accident. Parce que c'en est forcément un. C'en est forcément un. La façon dont la caméra se montre surprise en quelque sorte. Et seulement le premier. Seulement le premier. Le deuxième avion. Quand le deuxième avion apparaît, nous sommes tous un peu plus vieux et un peu plus sages. Durant la représentation, nous projetons le public dans les périodes qui précèdent ou qui suivent l'impact. Pour cela,
Le dispositif scénique que nous déployons sur scène est à l'instar de l'œuvre de Don DeLillo, labyrinthique et obsédant. Nous rendons compte de l'architecture du roman, des mots, des images qu'il génère, en faisant flotter leur projection au-dessus de la scène, en conscience du spectacle. Des parois pleines ou translucides s'agencent progressivement au fur et à mesure des 3 parties, pour nous révéler ou nous cacher les différentes séquences de l'œuvre. Le cadreur, sur scène avec les 6 interprètes, prolonge et augmente le regard du spectateur dans l'ensemble des zones de hors-champ du plateau. Une image rémanente, noir et blanc, ou en couleur, en direct, la plupart du temps. Nous jouons cachés du théâtre, visible à l'image, ou inversement, en explorant tous les espaces d'un plateau de représentation, ses coulisses, ses escaliers, ses dessous de scène, et tous les hors-champs visuels que les théâtres pourront nous offrir. Un musicien, sur scène lui aussi, interprète une composition originale en direct, faisant le lien entre images réelles, images tronquées et plateau de théâtre. Il oriente notre attention pour développer une vision sensorielle de l'œuvre, bien plus qu'intellectuelle. Il sera question d'art contemporain, de peinture, de mouvements du ciel, de manuscrits obscurs, de confidences de survivants, de langues ou de noms imaginaires que les enfants s'inventent pour mieux tenter de comprendre la dangerosité du monde, de pertes, d'errances, de conversations téléphoniques en pleine nuit, de groupes d'écriture pour conserver la mémoire, de cette intuition qu'a Don DeLillo en abordant les questions essentielles et antiques, en nous parlant du monde contemporain et en disloquant le temps et l'espace pour mieux voir entre les lignes de l'histoire.